Alors, qu'est-ce que ces thèses nous apprennent? Question que je posais il y a quelques instants sur qu'est-ce que les thèses de Maxime nous apprennent sur ce qui s'insinue dans l'histoire du sujet. Quel mouvement de fond s'accomplit là qui fait que l'on franchit une étape dans l'histoire de la subjectivité? Bien, la réponse est simple, d'une certaine façon. Tout tient dans cette notion de tropos hyparxéos, rendue selon les traducteurs, selon les langues, les interprétations, par mode hypostatique, ce qui fait qu'on entend tropos hyparxéos à partir d'hypostasis plutôt que d'hyparxis. Assez curieusement. Bon. Et on a la traduction mode d'existence, on a mode d'être, le cas échéant même mode d'hyparxis ou d'hyparxis. On n'a pas, à ma connaissance, mais bon, je n'ai pas tout lu, mode hyparxique. Enfin, en tout cas, simplement en mentionnant ces diverses traductions, modes of hyparxis, mode d'être, mode d'existence, mode hypostatique, on voit à quel point la lecture des théologiens anciens est difficile. Tant bien que mal, à longueur de pages et de notes interminables, on arrive à distinguer, avec les philosophes et les historiens de la philosophie, notamment les historiens du néoplatonisme, entre hypostase et hyparxis. Hypostase, c'est hyparxis. Et à peine a-t-on réussi à comprendre quelque chose de cette distinction que, précisément, on se trouve face à mode hypostatique pour traduire tropos hyparxéos, comme si, précisément, cette distinction n'existait pas. Un exemple, voici une phrase: « Aucune des hypostases divines n'est séparable des autres. » Aucune des hypostases divines, celle du Père, du Fils, de l'Esprit, n'est séparable des autres, mais chacune réalise cette indivisibilité selon son propre mode hypostatique. Bien, vous trouvez cette phrase extrêmement claire pour une fois, dans la traduction française d'un des textes de la petite trilogie de Sergueï Nikolaïevitch Bulgakov, qui est un des intellectuels, soit dit en passant, qui, comme Berdiaïev et Lossky, ont été expulsés en 1922 par Lénine sur les fameux bateaux des philosophes qui sont partis de Pétrograd à Stettin en Allemagne. Donc Berdiaïev, Lossky qui a été le grand interprète et le premier très grand interprète de Maître Eckhart en France, n'est-ce pas? Alors Bulgakov, que tout le monde connaît. Karl Barth, en revanche, le grand théologien protestant, utilise tropos hyparxéos, non pas au sens de mode hypostatique, mais en parlant de Seinsweise, de mode d'être, ou de Giesweise, guise d'être, si on traduisait comme le font certains heideggeriens pour traduire Weise. Qui a tort, qui a raison? Y a-t-il seulement une différence? Vous voyez qu'il n'est vraiment pas inutile d'essayer de restituer aux formules du passé ce qu'on appelait l'incertitude d'un futur encore ouvert, an uncertain open future. Tout le problème, évidemment, pour nous est d'arriver à restituer à ces notions anciennes l'incertitude d'un futur encore ouvert. Donc c'est le moment de reprendre l'analyse de Corey Barnes que j'avais évoquée le 1er février pour synthétiser les idées de Maxime. Il appartient au logos d'une nature intellectuelle d'être doué de volonté. Intellect, volonté. Cette volonté est naturellement en accord avec Dieu. Vous vous rappelez que j'ai posé la question de savoir s'il était possible à l'homme de vouloir rationnellement son propre mal, n'est-ce pas? La réponse, non. La volonté est naturellement en accord avec Dieu. Rien de naturel n'est opposé à Dieu qui l'a créé. L'opposition d'une volonté pécheresse à Dieu n'est pas fondée dans la nature du pécheur, n'est-ce pas, de l'homme pécheur, mais dans son mode hypostatique.
the opposition of a sinful human will to God rests not in its nature, but in its hypostatic mode, écrit Barnes, résumant Maxime. Donc le tropos hyparxéos. Comment entendre cette notion de tropos hyparxéos? C'est le mode d'existence d'une nature hypostasiée. Et pour nous rapprocher un peu du souci que je sentais poindre dans la question qu'a posée monsieur tout à l'heure, c'est le mode d'existence de quelqu'un qui hypostasie une nature en étant l'individu qu'il est. Il hypostasie d'une certaine façon une nature en étant l'individu qu'il est. C'est donc quelqu'un qui hypostasie une nature, qui a une nature et même qui est une nature. On est ici à sa façon, à lui, d'être cette nature, mais il est cette nature. Eh bien, on est ici au cœur d'une nouvelle ontologie, celle de l'ousie et de l'hypostase, qui a ses catégories propres, une ontologie dont dépendent plusieurs siècles d'histoire de la théologie, et je serais tenté de dire, et je le dis, par voie de conséquence, d'histoire de la philosophie. Le décisif, du point de vue archéologique, est que le tropos hyparxéos, ce mode dit hypostatique, n'est-ce pas, eh bien, est un mode d'action. Ou plutôt, pour parler rigoureusement, c'est un mode d'usage. Car voici revenir ici précisément, en ce point précisément, la notion d'usage qui fait dire, et nous l'avions vu, à Jean de Damas que, je cite, l'hypostase est ce qui use de volonté. Reprenons. Chez l'homme, l'opération, en grec, l'énergeia, découle de sa nature, de sa physis. Elle est opération naturelle, énergie naturelle, energeia physique. Dans l'action proprement dite, autrement dit dans la praxis humaine, l'action, le mode, le tropos, autrement dit le pos, le comment, le commodo, s'ajoute à l'energeia naturelle, le tropos de l'energeia. Voilà ce qu'il s'agit de penser, et on utilise des expressions de ce genre tous les jours lorsqu'on parle d'un modus operandi. Les criminologues en parlent, n'est-ce pas, le modus operandi, je reconnais la signature de Trucmuche à son modus operandi. Le modus operandi, eh bien, le tropos de l'energeia. Chacun d'entre nous n'agit pas tout d'abord comme un quelqu'un, mais comme un quelque chose, à savoir comme un homme, écrit Maxime. L'action humaine est d'abord et avant tout une action d'homme. Mais quand il agit comme un quelqu'un, un certain homme, quand il agit en tant que Pierre ou Paul, c'est que l'individu qu'il est, cet homme, eh bien, je cite, configure le mode de l'opération, schematizei tropon tes energeias. Il configure le mode de l'opération concernant ce qu'il fait ou ne fait pas, fait ou retient, selon la gnomé. Gnomé. Voilà le deuxième terme introduit ou imposé, ou au moins lancé par Maxime le Confesseur. Voilà, après la télésis dont nous avons parlé la semaine dernière, le mot et la chose, si j'ose dire, voilà sa seconde grande innovation. Qu'est-ce que l'homme a que le Christ n'a pas, qui fait que l'homme peut pécher et s'opposer à Dieu? Qu'est-ce que le Christ n'a pas et que l'homme a, qui fait que le Christ ne peut s'opposer à la volonté du Père? Eh bien, cela s'appelle gnomé. On vient de prononcer le terme.
Cela s'appelle aussi télémagnomikon, littéralement vouloir gnomique. En anglais, gnomic will. Ce vouloir, deux formules d'historiens de Maxime, et même trois, vous permettent de l'entendre, d'entendre sa fonction, sa contribution à ce dont nous parlons. Human beings oppose God. Les hommes s'opposent à Dieu, ça leur arrive. Pourquoi? Comment? Pas avec leur volonté naturelle, mais avec leur gnomic will, leur vouloir gnomique, qui doit choisir des actions en fonction d'un certain nombre de critères, n'est-ce pas, de moyens qu'on va mettre en œuvre et de finalités, de fins que l'on se propose. C'est Barnes, Corey Barnes, pas Jonathan Barnes, ni Julian Barnes, qui dit cela. Human natural will is different from the divine, but doesn't oppose it. It is a gnomic will that opposes the divine will, but only when it moves against the logos of nature, batalelos. The result of the fall is not that natures are distorted in themselves, but rather that natures are misused. The fall exists at the level not of logos, but of tropos. Il y a un bon et un mauvais usage de la volonté naturelle en l'homme. C'est le mésusage, le mauvais usage de la volonté naturelle qui fait l'opposition de l'homme à Dieu. Rappelez-vous l'importance de l'usage et de l'usager chez Jean de Damas. Cette idée ne tombe pas du ciel, out of the blue, disent les Anglais. Le mauvais usage de la nature est la conséquence du péché. Et d'ailleurs, alors pour finir, finalement, littéralement, c'est la conséquence d'une chute. Mais bon, c'est la chute de l'homme, pécheur. Et c'est ce que dit Lewis. Du fait de la chute, the fall, du péché des premiers parents, notre nature nous est devenue opaque, obscure. Nous ne savons plus lire en nous-mêmes. Nous ne savons plus voir en nous-mêmes. Nous ne savons plus ce que nous voulons naturellement. Nous ignorons notre vrai bien. Nous lui préférons des biens apparents. C'est pourquoi, prenant à notre camp la proie pour l'ombre, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons délibérer. Nous devons considérer des options. Nous devons composer avec nos penchants. Tout cela, c'est le vouloir dit gnomique. Le vouloir gnomique est le mode tropique qui vaut pour une humanité déchue qui ne peut vouloir que dans l'incertitude et l'ignorance, explique Barnes. Cette incertitude, évidemment, n'existe pas chez le Christ. Il n'y a donc pas de vouloir gnomique dans le Christ. Voilà ce qu'a l'homme et que le Christ n'a pas. Le Christ n'a pas de gnomé. Dire que le Christ n'a pas de gnomé, de vouloir gnomique, c'est dire que la volonté naturelle de l'homme Christ, sa volonté humaine naturelle, n'a pas de tropos hyparxique gnomique. Elle a un autre tropos hyparxéos, un mode divin. En fait, elle a le mode de l'hypostase du Verbe, et pas le mode de ce qui serait l'hypostase de l'homme si l'hypostase de l'homme n'était pas l'hypostase du Verbe dans le Christ. Or, il n'y a qu'une hypostase dans le Christ. Il n'y a pas deux Christ, il n'y a pas deux hypostases, il n'y a pas deux personnes. Ça serait une hérésie qui a existé, rassurez-vous. Le Christ n'a pas de gnomé. Dire que le Christ n'a pas de gnomé, de vouloir gnomique donc, c'est dire que la volonté naturelle de l'homme Christ n'a pas de tropos hyparxique gnomique, c'est-à-dire de tropos humain,
qui serait celui de l'humanité déchue. Elle a un autre tropos. Comme l'explique Maxime dans l'opuscule 3, le mode concret de l'acte de vouloir est le tropos hyparxique de la volonté naturelle. Le mode concret de l'acte de vouloir est le tropos hyparxis de la volonté naturelle. Ce mode concret, c'est la gnomé, qui ne se trouve que chez l'homme pécheur, failli après la chute. C'est pourquoi il n'y a pas de gnomé dans le Christ. Qu'y a-t-il à la place ? Eh bien, le tropos de la volonté humaine du Christ est le mode divin de l'hypostase du Verbe. Tropos de la volonté humaine du Christ est le mode divin de l'hypostase du Verbe. C'est pourquoi, dit Maxime, le Christ a voulu divinement avec sa volonté humaine. C'est ce qui fonde la notion d'opération divino-humaine, d'opération théandrique, et comme on le dira au Moyen-Âge, Dei viril, Dei virilis, donc divino-humaine, alléguée au synode du Latran. Alors il faut à ce stade, j'imagine, dire quelques mots du terme et du concept de gnomé. On le trouve chez Aristote. Pas dans l'éthique, cependant, mais dans le second chapitre de la rhétorique. Il fallait aller le chercher. Dans le second chapitre de la rhétorique, où il désigne ce qu'on appelle une sentence, parfois aussi une maxime. En latin, d'ailleurs, maxima sententia est une expression quasi pléonastique, n'est-ce pas, que l'on trouve fréquemment attestée, y compris dans les traités de logique. Maxima sententia combine les deux, n'est-ce pas, maxime, sentence, ou bien encore apophthegme. Un apophthegme, le dit notable, remarquable, mémorable d'un homme illustre. Gnomique chez Aristote, donc, comme vous le voyez, ne qualifie pas une volonté ou un vouloir, mais un type d'énoncé. Comme il y a aussi, pour les linguistes, aujourd'hui, des énoncés qu'on dit parémiques, P-A-R-E, accent aigu, M-I-Q-E-S, des énoncés parémiques, tels que les proverbes, mais aussi, comme le rappelle Shapira, les formes apparentées aux proverbes, les dictons, les adages, les créations anonymes, collectives, populaires, fruits de l'expérience accumulée de génération en génération par les usagers de la langue, et véhiculant ce que l'on a l'habitude d'appeler la sagesse des nations, n'est-ce pas ? Le texte de la rhétorique est très précis. La gnomé est un fournisseur de prémices pour les antimèmes, donc entre autres pour la vie pratique. La sentence, gnomé, est une affirmation portant non pas sur des faits particuliers, comme par exemple sur le caractère moral, dit Ficrate, mais sur des généralités. La sentence est une affirmation qui ne porte pas non plus sur toute chose, elle est générale, mais elle ne porte pas sur toute chose indistinctement. Comme par exemple, cet énoncé que la ligne droite est le contraire de la ligne courbe, mais seulement sur toute chose relative à des actions et sur la question de savoir le parti qu'il faut prendre ou repousser en vue d'une affaire. Ainsi donc, comme les antimèmes sont des syllogismes qui portent sur telle ou telle chose, presque toujours les conclusions des antimèmes et leur point de départ, abstraction faite du syllogisme, sont des sentences. Vous rappelez que les antimèmes, n'est-ce pas, sont des raisonnements dont une prémisse est sous-entendue, n'est-ce pas ? Et nous avions vu l'an dernier le rôle de l'antimème en morale. Et j'insiste beaucoup sur ce point. Si vous pouvez vous reporter à la séance du 31 mars 2015, vous trouverez le rôle de l'antimème chez Buridan, qui est le raccourci, si on peut dire, que l'on emprunte pour agir, n'est-ce pas ? On saute une prémisse, on veut aller vite, n'est-ce pas ? Le désir n'attend pas.
Donc on se contente d'une prémisse et on saute à la conclusion sans exprimer la prémisse intermédiaire ou celle qui fonderait la prémisse dont on part effectivement. Donc j'insiste sur ce fait, le besoin d'aller vite, hein, eh bien nous en reparlerons le 22 février cette année précisément, parce que le 22 février, j'aborderai la question très importante de la délectation morose. Et nous pourrons comparer, n'est-ce pas, l'attitude antimématique que Buridan attribue à l'homme pressé, n'est-ce pas, et la délectation morose, qui est la forme distinguée de l'oblomovisme. Donc, je reviendrai sur tout cela. Le terme gnomé, donc, peut surprendre un philosophe qui n'aurait lu que l'éthique à Nicomaque, hein, mais il n'en est pas moins essentiel, important, capital philosophiquement. Qu'est-ce, après tout, qu'une maxime de la prudence chez Kant, hein, sinon un énoncé gnomique? Si tu dis, alors, si, alors, bon, hein, rien à voir avec le respect de la loi morale. Bon, mais le destin du terme est encore plus important, je dirais, pour l'archéologue que pour l'historien de la philosophie. Tout particulièrement, disons, pour la problématique que j'évoquais l'autre jour de la décolonisation du Moyen Âge. Je m'explique. Ce mot de gnomé, nous aurions dû le rencontrer l'an dernier. À dire vrai, même dès le premier cours, quand j'ai introduit le quadrangle du vouloir et la notion d'usager de la volonté. J'aurais pu encore le convoquer, ce terme de gnomé, la semaine dernière, quand j'ai évoqué l'invention maximienne de la télésis et la distinction entre téléma et télésis. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je redoutais, n'est-ce pas, que l'intrigue que je tentais de nouer ne devienne parfaitement illisible à force de complexité et ne s'avère complètement impossible à suivre. Mais gnomé a sa place dans le quadrangle de Jean de Damas. Je ne l'ai pas fait apparaître l'an dernier, car j'attendais d'avoir parlé de Maxime. À présent, je peux le faire et je dois le faire, puisque gnomé est un élément essentiel du dispositif mis en place par Jean de Damas dans ce que j'ai appelé le quadrangle du De Fide Orthodoxa. Jean de Damas, qui, je vous le rappelle, a été le grand transmetteur, le grand passeur, comme on dit aujourd'hui, des idées de Maxime le Confesseur, passeur au monde latin, puisqu'on a traduit le De Fide Orthodoxa en latin, et c'est devenu une des deux grandes sources de la théologie latine. Donc, dans les leçons passées, je n'ai pas décrit entièrement ce que Jean de Damas entendait dans le Képhalaion, le chapitre 58, consacré au télémata chez le Christ. Ce qu'il entendait par les 4 termes rendus en français par la volonté pour télésis, hein, par le volitif pour télétikon, par le voulu et le voulant. Et on va revenir sur la distinction entre le voulu et le voulant, que j'ai remplacé ici par les 2 termes que Jean de Damas confronte et oppose explicitement. Et vous voyez qu'il fallait passer par tout ce que j'ai dit pour arriver à saisir cette différence majeure entre l'hypokaimenon et l'hypostasis. Il y a d'un côté le voulu, de l'autre le voulant. Alors, on va avancer sur ce point. Je tourne la page. Je n'ai pas donc signalé ce que Jean empruntait à Maxime, je n'ai pas signalé que Jean empruntait à Maxime les notions de gnomé et de vouloir gnomique. Pourtant, c'est bien le cas. Le Képhalaion 58 distingue en effet le vouloir et le comment du vouloir.
telein kai pos telein, en identifiant le vouloir au vouloir naturel et le pos telein, le comment du vouloir, le vouloir comment, à ce qui, dans le vouloir, relève non de la nature, mais de notre gnomé, à la tes et meteras gnomes, dit Jean de Damas, ce que le traducteur en français de Jean de Damas traduit par de notre propre jugement. Donc la distinction entre le vouloir dit purement et simplement, aplos. Le vouloir dit purement, il y a quatre manières, n'est-ce pas, de détailler maintenant ce quadrangle entre volonté, volitive, voulu, voulant. Et là, on entre dans le détail. Le vouloir dit aplos, purement et simplement, c'est la volonté, télésis, c'est-à-dire la puissance volitive, le désir rationnel et la volition naturelle. Le pos telein, le vouloir comment, le comment du vouloir, le vouloir dit selon le comment, c'est ce qui est le sujet de la volonté, c'est le voulu et le vouloir gnomique. Alors, je vous rappelle que le sujet de la volonté, l'upokeimenon, c'est précisément ce qui, pour un grec, veut dire ce que nous appelons aujourd'hui l'objet. Le volitif est ce qui a dans son être pouvoir de vouloir. La nature divine, par exemple, est volitive et semblablement l'humaine. Elle est télétikon. Et le voulant, c'est celui qui use du vouloir, c'est-à-dire non plus l'hypokeimenon qui est le voulu, mais bien l'hypostase, c'est-à-dire par exemple Pierre, vous, moi. Voilà ce dispositif. Alors, ce qui compte, c'est la traduction du point 3, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, hypokeimenon, l'hypokeimenon. Mais maintenant, nous avons sous les yeux la phrase grecque, nous avons la traduction latine de Burgundio de Pise, nous avons 2 traductions anglaises et nous avons une traduction française. To depos telein etoi tote telesei hypokeimenon teleton kai telema gnomikon. Alors, le qualitaire vele, le vouloir comment, d'une certaine manière, à savoir ce qui est subjectum assujetti à la volonté. Autrement dit, le téliton est ce qui est voulable, bon, ça ne se dit pas en français, donc ce qui est susceptible d'être voulu, et la voluntas gnomica, donc idest sententialis. Solment, in a particular way willing. Qu'est-ce que c'est que particular way willing, le vouloir d'une façon particulière? That which underlies volition is the object of will, and will dependent on judgment. Chase, but how one wills, or the subject of the volition is the object willed, and will based on judgment. Vous voyez qu'on introduit tranquillement, sans problème, la distinction sujet-objet, parce que on parle une langue accessible à ses contemporains, n'est-ce pas? C'est-à-dire à nous. Ponsois, qui est censé être notre contemporain aussi, et l'est, le comment on veut, c'est-à-dire ce qui est l'objet de la volonté, lui il a traduit the subject of the volition, l'objet de la volonté, c'est le voulu, la volance individuelle. Alors, comme vous le voyez, Burgundio explique les termes que personne ne comprend, les termes inhabituels, télésis, télétikon, télétika, gnomika, il les donne en grec puis en latin, et il traduit gnomika par sententiel, sentencieux, sous forme de sentence. Nous voyons que Jean de Damas met ensemble l'objet du vouloir, to telesei hypokeimenon, that which underlies volition, et la volonté grâce à laquelle l'objet, l'hypokeimenon, est choisi, telema gnomikon. La traduction, le vouloir, le voulu, n'est-ce pas, et le vouloir gnomique, je vous l'accorde, est tout sauf transparente. Que fait-elle? Elle altérise le texte
Vous vous rappelez le terme anglais othering, l'altérisation, terme que l'on emploie dans les sciences sociales. Elle altérise, elle rend autre, étranger le texte et son contenu. Elle le frappe de ce que les Anglais appellent estrangement, l'estrangement, pourrait-on dire en français, si le terme existait encore. Les traductions anglaises, évidemment, sont plus compréhensibles que la traduction française de Ponsoye. Le mot volance mis pour téléma n'existe pas en français, semble-t-il. En tout cas, je ne l'ai jamais lu ailleurs. Ce qui compte dans la traduction de Ponsoye, c'est individuel, qui est mis pour gnomikon. Il rend gnomikon par individuel. Signe qu'il comprend le vouloir gnomique comme vouloir hypostatique, donc personnel, donc propre à un individu, donc propre à celui qui use de la volonté, bref, à l'hypostase. Certains interprètes anglophones rendent téléma gnomikon par deliberative will, quelques francophones par volonté délibérative, en faisant le lien avec le duo logos-tropos. Cela, évidemment, m'émeut beaucoup, cette volonté délibérative. La volonté délibérative traduit par exemple René Lafontaine, traduisant un passage de l'opuscule 16, la volonté délibérative, autrement dit le téléma gnomikon, est un élan de libre choix qui fait que l'on se tourne d'un côté ou de l'autre. Elle est une marque distinctive, non de la nature, mais proprement d'une personne ou d'une hypostase, tout comme le tropos l'est en regard du logos. Bon, peut-on donner un meilleur résumé d'une doctrine que celle que Maxime nous donne lui-même dans son opuscule 16? En fait, tout y est là. Alors, un mot sur ce que suggère ce vocabulaire. On peut contester la traduction de téléma gnomikon par volonté délibérative et entrer beaucoup plus profondément dans la complexité du champ sémantique des termes employés par Maxime. On peut même pousser la recherche beaucoup plus loin et identifier là où les sources de cette terminologie. Reste qu'il faut bien traduire, reste qu'il faut bien donner une traduction qui signifie quelque chose pour le lecteur, qui, comprenant grâce à elle ce qu'il lit ou entend, pourra, le cas échéant, la corriger ou au moins la critiquer. Je ne dis pas qu'on comprend ce que dit Maxime, mais qu'on comprend ce qu'on entend. Et après, on peut voir si ce qu'on a entendu est conforme ou non à ce qu'on essaie de lire soi-même en se confrontant au texte par ses propres moyens. Mais si vous ne comprenez pas la traduction, si par exemple vous avez besoin du grec en face du français pour comprendre ce que dit le français, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ne sous-estimons pas les questions de traduction. Ce sont les traductions qui accordent aux mots, donc au concept, donc aussi aux problèmes, aux thèses et aux règles, la citoyenneté dans ce que les tenants de la décolonisation du Moyen-Âge appellent la grande nation de la modernité. Pour faire partie de cette grande nation, n'est-ce pas, il faut effectivement être passé par la traduction. La traduction de téléma gnomikon par vouloir gnomique, qui est un calque, qui revient à laisser le mot en grec, a deux conséquences perverses. Première conséquence perverse, elle contribue à masquer par un savant effet d'étrangement la continuité entre philosophie grecque et théologie chrétienne. Deuxièmement, deuxième effet pervers, elle a aussi pour effet de séparer ou d'accentuer la séparation entre théologie chrétienne orientale et occidentale, et d'altériser, de rendre étrangère à l'histoire philosophique européenne la théologie dite orientale, byzantine, là où,
et c'est là que c'est extraordinairement paradoxal, là où, c'est-à-dire sur le terrain où cette théologie, la théologie byzantine, est paradoxalement le plus en continuité avec la philosophie ancienne. Ce qui vaut pour gnomé et télémagnomikon vaut pour un terme plus fondamental. Encore, on est de fait confronté au même phénomène avec le terme énergeia, que nombre de traducteurs et interprètes des pères grecs traduisent par énergie. Heidegger déplorait, on l'a vu, la romanisation du grec. Un des plus remarquables exemples qu'il en donne est précisément la traduction de l'énergeia en actualitas, qui, corrélativement à la mutation de l'idéa platonicienne en représentation, fonde et accompagne la naissance du sujet cartésien. Le phénomène est décrit en ces termes dans La métaphysique comme histoire de l'être. L'idéa, à un moment de l'histoire de l'être, l'idéa, j'ajoute platonicienne, devient l'idéa latine, et celle-ci la représentation. L'énergeia aristotélicienne devient l'actualitas, et celle-ci la réalité effective. En allemand, die Idea wird zur Idea und diese zur Vorstellung. Die Energeia wird zur Aktualitas und diese zur Wirklichkeit. La transformation de l'énergeia en Wirklichkeit suppose une nouvelle entente romaine de l'ergon dans l'énergeia, que l'on peut résumer ainsi. L'énergeia désignait primitivement pour les Grecs la venue à la présence, la production, avec un tiret, au sens où produire une pièce d'identité revient à la présenter. Je vais livrer un contrôle d'identité inopiné, vous ne vous y attendez pas, j'en suis sûr, dans cette salle, et dire que je vais vous demander de produire une pièce d'identité. Ça ne veut pas dire que vous allez l'imprimer avec les moyens modernes sous mes yeux, ça veut dire que vous allez me présenter vos papiers. Produire au sens de présenter. Avec les Romains, la production devient la production, c'est-à-dire ce qui est effectué, effectuation, ce qui est produit au sens de l'effectuation. Voilà ce beau texte. Tout se joue donc sur la transformation de l'énergeia en actus et de l'ergon en actio. Les Romains traduisent, c'est-à-dire pensent ergon à partir de l'opératio. Ergon qui est compris dans energeia. Les Romains traduisent, c'est-à-dire pensent ergon à partir de l'opération entendue comme actio et disent pour energeia actus, un tout autre mot, avec un tout autre domaine de signification. Ce qui est amené et produit, das her und vorgebrachte, apparaît maintenant comme ce qui résulte d'une opératio, was sich aus einer Operatio ergibt. Le réel est le résultat, der Erfolg, le conséquent, das erfolgte, ce qui s'ensuit d'une actio, was aus einer und auf eine actio folgt, qui apparaît dans la lumière de la causalité, de la causa efficiens, efficiente. L'histoire de l'actualitas mène à la Wirklichkeit, la réalité efficace ou effective, à la production, création, bref, à l'activité, wirken, c'est-à-dire aussi à l'acte ou l'action, toute catégorie nécessaire pour penser un sujet qui ne serait pas seulement le substrat ou le support d'état ou de propriété, mais l'agent, la cause, bref, le sujet agent de la pensée. Leur longue mise en place romaine puis germanique est décrite en ces termes. La détermination de l'être en tant qu'actualitas s'étend à travers les âges à toute l'histoire occidentale depuis la romanité
jusqu'aux temps modernes les plus récents. Parce que la détermination de l'essence de l'être en tant qu'actualitas, qu'est-ce qui est? C'est ce qui est actuel. C'est ce qui est là actuellement. Porte, parce que la détermination de l'essence de l'être en tant qu'actualitas porte à l'avance toute l'histoire, c'est-à-dire du même coup la structure des rapports d'une humanité à l'étang dans sa totalité. L'histoire, c'est la structure des rapports d'une humanité à l'étang dans sa totalité qui est impliquée dans l'histoire. Toute histoire occidentale, alors là, il n'y a pas de tiret, c'est moi qui ai... J'en mets trop, n'est-ce pas? Et là, manifestement, il n'y en a pas plus dans occidental que dans Rénovation, que dans Romain. C'est quand on passe d'un texte Word à un texte PowerPoint, n'est-ce pas? Il se crée toutes sortes de césures intempestives et regrettables. Donc, toute histoire occidentale, depuis lors, est en divers sens romaine et jamais plus grecque. Notre histoire n'est plus grecque. Toute tentative postérieure pour ressusciter l'Antiquité grecque n'est qu'une rénovation romaine de l'hellénisme déjà réinterprété dans le sens romain. De même, l'élément germanique du Moyen-Âge est romain dans son essence métaphysique parce que chrétien. Depuis la mutation de l'energeia en actualitas, là, c'est un problème de transcription des polices, n'est-ce pas? On a des problèmes de police à un moment. Quand on est appelé à produire une pièce d'identité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'est arrivé. L'energeia en actualitas, réalité efficiente, le réel effectif est l'étant authentique et partant constitue le critère de toute possibilité ou toute nécessité. Une fois l'être muet en actualitas, réalité, l'étant est le réel effectif déterminé par l'agir efficace au sens du faire qui cause et produit. À partir de là se peuvent expliquer la réalité efficiente de l'agir humain et du créé divin. L'être commué en actualitas donne à l'étant dans sa totalité ce trait fondamental dont pourra désormais s'emparer le représenté de la croyance biblique et chrétienne en la création pour assurer sa justification métaphysique. Alors, à petite cause, grands effets, n'est-ce pas? Vous voyez ce que soutient Heidegger. Alors, la traduction d'energeia par énergie dans la littérature patristique, en français, n'est pas sans justification, ni plus ni moins que celle d'ailleurs de Télémaque gnomikon par vouloir gnomique. On a le droit. Le problème est qu'en recourant au mot énergie au lieu d'acte, au lieu d'actualité, au lieu d'action, au lieu d'opération, autrement dit, un des avatars français du latin, on creuse l'écart entre les chrétiens d'Orient et les philosophes grecs. Puisque les philosophes grecs, quand vous les lisez en français, parlent d'action, d'opération, et pas d'énergie, quand vous les lisez en français. Donc on européanise les philosophes grecs en reprenant en français les traductions latines romanisées du grec. Et on altérise les chrétiens d'Orient en multipliant les calques et le parler franc-grec. Franc-grec comme on dit franglais. Résultat, les orientaux parlent un jargon et les anciens non. Quand à la télévision vous entendez quelqu'un dire « Oh, excusez-moi d'employer ce terme barbare », et vous êtes sûr que quand il va prononcer le terme barbare en question, c'est un mot grec, évidemment. Donc il y a de quoi rire. Mais, rire. Donc ça altérise, c'est barbare, c'est du dehors. Tout ce qui se dit, ce qui sonne grec. C'est fabuleux, quand même, à part philosophie. Bon, alors, la thèse précisément dite du dio-énergisme, celle qui attribue deux opérations, deux actions, deux activités au Christ, s'énonce ainsi dans les traductions du Képhalaion 59 de Jean de Damas. Duo de kaitas energeias famen epi tu curio emon Jésus Christou. Nous disons qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, il y a deux énergies.
We hold further that there are two energies in our Lord Jesus Christ. Vous notez au passage, je n'ai pas le temps de commenter cela, que le mot homoousios est rendu par consubstantiel en français et of like essence with the Father dans la traduction anglaise. Le traducteur français parle de consubstantiel, là où l'anglais dit de même essence, ce qui correspond aux deux traductions latines que Boès et les latini ont données du mot grec ousia, tantôt substantia, tantôt essentia. C'est extraordinaire de retrouver cela, encore une fois, mine de rien, hein, n'est-ce pas, tout cela est préparé, en fait, par les traductions latines de Boès. Et donc, on renvoie à la consubstantialité le lecteur français, c'est déjà quelque chose, parce qu'on pourrait le renvoyer à l'homoousie, comme vous le trouverez ici ou là. En revanche, si vous ouvrez la 5e question disputée sur le Verbe incarné de Thomas d'Aquin, vous lirez Quinto quaeritur utrum in Christo sit una tantum operatio. C'est la question de Jean de Damas, mais en latin. On demande, en 5e lieu, si dans le Christ il y a une seule opération, pas énergie. Le texte de Jean de Damas est cité même dans la discussion par Thomas d'Aquin. Et cette fois, c'est extraordinaire, à quelques lignes de distance, c'est le mot actio. Damascenus dicit in tertio libro duas actiones dicimus in Domino Iesu Christo. Habet enim ut patri consubstantialis divinam actionem, et ut homo factus humanae naturae actionem. Nous disons, dans l'excellente traduction de Madame Deloffre, nous disons qu'il y a deux actions dans le Seigneur Jésus-Christ. Il possède en effet, en tant que consubstantiel au Père, une action divine, et en tant qu'il s'est fait homme, l'action de la nature humaine. Je conclus pour aujourd'hui. Le paradoxe. Mais est-ce un paradoxe? Est que le jargon qui orientalise est le franc grec, alors que ce qui occidentalise, c'est le lexique latin romanisé, passé en français. On dit acte, opération, action, en traduisant Thomas d'Aquin. On ne parle pas d'énergie. On réserve le mot énergie pour les textes de ceux que Thomas appelle justement les Grecs. Entendez non pas les philosophes anciens, mais les pères hellénophones, ceux notamment dont il est question dans le Contra Errores Graecorum dédié par Thomas à Urbain IV, contre les erreurs des Grecs. En regardant les textes des théologiens grecs, des pères grecs, leur destin, leur translation, on voit comment, si je puis dire, les Grecs sont devenus orientaux bien avant Madame Merkel. Plus remarquable encore est que le nom des hérésies est toujours grec, comme le nom des maladies en médecine, plutôt que latin. Ce qui contribue à éloigner encore davantage, à altériser toujours plus la théologie de l'horizon culturel et du patrimoine intellectuel de l'Europe, en achevant d'orientaliser la patristique. L'hérésie, le nom même d'hérésie, est taxinomiquement oriental. Les espèces qu'elle classe, cette discipline remarquable qu'on appelle l'hérésiologie, sont pour l'Europe exogènes. Ce sont des maladies, oui, si, des maladies du dehors. C'est le passé dépassé, c'est même le futur dépassé, die vergangene Zukunft, d'une Europe née exclusivement de et avec la laïcité des Lumières du XVIIIe siècle, actionnée au rhéostat en fonction de l'actualité et de l'idéologie par et depuis la Troisième République,
ses rituels et ses mythes fondateurs. Je m'arrête là en vous remerciant.